Bonjour Nicole. Tu fais partie du comité de lutte contre la fondriole et toutes les conséquences que ça a sur la population. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce comité-là, Nicole? OK. Alors, moi, je fais partie d'un comité qui s'appelle Arrêt des rejets et émissions toxiques. Alors, on veut positivement nommer ça. Donc, c'est pour la qualité de l'air comparable ailleurs au Québec. On se considère injustement traité ici. Puis, ce comité-là, il est en place depuis 4 ans déjà parce qu'il y avait eu une étude de biosurveillance au niveau de la santé des enfants. On a étudié les ongles des enfants, puis on a constaté à ce moment-là qu'il y avait une imprégnation à l'arsenic. On était 4 fois, mais ça peut aller jusqu'à 40 fois plus d'arsenic que la normale, comparé à une population témoin à Amos. Fait que ce comité-là, il est né de parents d'enfants du quartier qui ont été testés, puis de d'autres gens de la ville qui étaient inquiets de la santé. Fait qu'on est parti avec ça. On a commencé à comprendre, on a fouillé, puis là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de normes. On savait rien là, à ce moment-là. On savait pas qu'on se faisait poivrer d'arsenic de plomb de camion. Et donc, on a fouillé, puis on a vu qu'il y avait des normes au Québec, mais on a vu que les gouvernements précédents et celui actuel autorisent la fonderie à dépasser la norme. En 2007, ils ont autorisé 60 fois la norme puis ça a duré, en principe, ces autorisations-là durent 5 ans. Ça a été jusqu'en 2021 avant qu'ils baissent à 100. Fait que les gouvernements, tout confondu, ont autorisé la fonderie à dépasser les normes de 60 puis de 30. Et là, quand on a compris ça, on s'est dit, ben la job, c'est le gouvernement qui la fait pas. L'État ne fait pas sa job de s'occuper de la population. Fait que, c'est ça. Bien, ça veut dire que, dans le fond, l'empoisonnement de la fonderie n'a pas commencé avec la campagne électorale de 2022, même si on en a plus entendu parler à ce moment-là. Ça veut dire que ça a commencé bien avant, là, Ah, bien avant. Oui, oui. Bien avant, tu vois, moi, je suis arrivée à Rouyn-Noranda en 81. À l'époque, c'était du dioxyde de soufre qu'il y avait dans l'air. C'est irritant, mais c'est moins dangereux, disons, que l'arsenic. Mais il y avait aussi l'arsenic, le plomb, le cadmium à l'époque, mais on ne le savait pas. La lutte à l'époque, c'était sur le soufre parce que quand il y avait des grosses puffs, on n'était même pas capable de sortir dehors. C'était comme. Donc, il y a eu une démarche à ce moment-là citoyenne assez intense. Puis on était à l'époque des pluies acides. Ça fait qu'il y avait de la pression mondiale aussi de réduire les pluies acides, de sorte que là, pour faire vraiment une histoire courte, la fonderie de l'époque a décidé de faire une usine d'acide sous pression du gouvernement, mais ça l'est fait payer par l'État. En fait, le tiers était prêté par le fédéral, en théorie prêté, mais ça n'a jamais été remboursé. Non, c'est-à-dire un tiers donné par le fédéral, un tiers donné par le provincial et l'autre tiers prêté par le provincial. Mais même le prêt n'a pas été remboursé, ou à peu près 5 millions sur le 30 millions. Donc, l'usine d'acide qui a enlevé le souffle dans l'air a été, dans les années 80, mise en place grâce à l'État. Par la suite, ben là, nous autres, les citoyens, on pensait que tout était réglé parce que ce qui tombe autre soufre, ce qui tombe autre que le soufre, donc l'arsenic, le cadmium, le plomb, ça sent pas, on le voit pas, puis on ne sait pas que ça se passe. Il y avait des problèmes de plomb dans le quartier Notre-Dame. Ça, c'est proche de la fonderie. Ça fait qu'on pensait que c'était des poussières, puis il y avait une entente santé publique fonderie pour enlever le dessus du plomb sur les terrains dans le quartier pour que les enfants ne mangent pas ça dans le carré de sable. Alors, on avait tous l'impression au Rwanda que tout était réglé jusqu'à 2004 où, en fait, plus tard, 2019, où est-ce qu'il y a eu des tests dans les ongles. En fouillant, on s'est rendu compte que même en 2004, il y avait eu un comité interministériel qui disait, il se passe quelque chose, ça n'a pas de bon sens, on va aller voir ce qui se passe. Et là, il y avait eu des pics à 1000, 10 000 nanogrammes dans l'année 2000, 2000, 2001, 2098. La fonderie avait changé à ce moment-là ses procédés et ça faisait qu'ils nous rejetaient encore plus d'arsenic dans l'air. Fait que suite à cette évaluation-là qui a été faite par le gouvernement, il y avait eu des recommandations faites par les gouvernements à l'époque, sur le coup, les ministères, qui avaient dit, ben, il faut que ça baisse. Il faut que ça baisse à 10, puis après ça, il faut qu'on fasse un plan pour que ça rentre à 3. Là, on est en 2007. En 2007, on fait signer 200 à la fonderie. Alors, le gouvernement à l'époque, qui était le gouvernement libéral, a dit
on va se rendre à 200, là, ils sont partis de 1000, mais en fait, le 1000, il avait été dû juste à un changement de procédé. Il était déjà rendu à peu près à 150 quand ils ont mis une autorisation ministérielle. Quand tu regardes les années 90, il était autour de 150 aussi. Mais le gouvernement a mis ça bien large parce que probablement que la fonderie mettait encore la pression pour dire on va fermer, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Mais nous, on a des documents avec tout ce qu'on a trouvé, c'est qu'il existait des façons de faire. Ça aurait pu se faire, puis ça aurait été un investissement d'à peu près 120 millions. À l'époque, on aurait pu déjà nous baisser autour de 40. Mais cela dit, on a permis 200, on a enduré ça tout ce temps-là. Fait en 2019, quand on est vu arriver la tuile des ongles, qu'on s'est mis à fouiller, mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de laxisme des gouvernements. Quand le PQ est passé aussi, il aurait dû avoir une attestation, une autorisation qui resserrait en 2012, parce que c'est aux 5 ans normalement les attestations, les autorisations. Donc 2007, 2012, 2017 et 2022. Fait qu'on en Alors, a beaucoup parlé. C'est ça, on en a beaucoup parlé dans notre campagne électorale. J'ajouterais peut-être ça parce qu'on arrivait à la renouvellement de l'attestation ou de l'autorisation. Puis normalement, ces autorisations-là, ce qu'on a compris, c'est qu'ils devraient se resserrer progressivement. Fait que nous, on a constaté qu'il n'y avait pas eu de resserrement depuis 2007. Donc, on se disait, il faut taper sur le clou, puis il faut resserrer cette fois-ci, puis qu'on aille vers une justice environnementale pour les gens de Rouyn-Noranda. Et c'est là que la politique est rentrée en jeu, c'est que M. Legault a commencé à faire beaucoup de démagogie sur que les citoyens voulaient fermer, que QS voulait fermer, que tout le monde voulait faire fermer la fonderie, alors que c'était pas ça. Les gens veulent que les mesures soient appliquées. Et on a de l'information d'anciens travailleurs ou de spécialistes, de métallurgistes, de scientifiques qui nous disent c'est possible de faire beaucoup, beaucoup mieux. OK. Dans le fond, l'arsenic, l'épisode d'arsenic qu'on a entendu parler dans le cours d'école, ça montre que la fonderie, elle ne respecte pas les normes, mais là, tu viens nous l'expliquer sur une longue période, que le gouvernement Legault est assez laxiste par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu penses que toutes ces questions-là, la Fondrion va continuer à ne pas respecter les échéances, va continuer à ambitionner, puis va continuer à faire des pressions pour avoir des subventions? Ce qu'on comprend actuellement, c'est que la fonderie, elle met beaucoup de pression pour que le gouvernement exige pas trop de normes. Tu vois, il y a eu un renouvellement d'autorisation qui a été fait, mais là, quand on fait des demandes d'accès à l'information, puis qu'on comprend, on lit la lettre de la fonderie qui dit, ben nous autres, là, on ne pourra pas baisser, sinon on va fermer, ou on ne pourra pas se rendre à ce chiffre-là parce que les mesures sont trop proche de la fonderie, il faudrait avoir des mesures plus loin, donc il faudrait délocaliser le monde qui sont proches. Fait que là, on nous a annoncé une délocalisation d'une partie du quartier pour pouvoir éloigner les stations de mesure de la fonderie. Fait que ça améliore pas le procédé, ça fait juste éloigner parce que c'est sûr que plus tu es loin, plus disperse. L'épisode sur les terrains qui s'est passé dans la cour d'école puis partout en ville, toute cette poussière-là, on n'a pas encore tout le contenu précis. On a une partie du contenu, mais on n'a pas tout le contenu précis de ces rejets-là, mais c'est pas normal. Puis, tu vois, heureusement, ça s'est passé en hiver, on pouvait le voir. Mais, tu sais, l'été, de la poussière, tu peux pas C'est savoir ça. qu'est-ce qu'il y a dans la poussière. Fait que là, en plein hiver, évidemment, on a vu qu'il y avait un problème puis que c'était assez précis. Le hic avec le gouvernement, c'est que souvent, ce qu'ils font, c'est juste des avis de non-conformité. Et ça donne pas, c'est pas très fort, là. C'est comme une petite tape ses doigts. Puis des fois, après 3, 4 avis de non-conformité, on leur donnait une petite amende de 10 000 ou de 15 000 ce qui est des pinottes, là. Pour toi et moi, ça serait autre chose, mais pour eux, c'est comme une farce. Ça fait qu'ils aiment bien mieux payer ce genre d'amende-là que de faire des procédés, là. On voit qu'à travers le monde, Glencore est connu pour faire de la fraude. Ils ont 1,2 milliard, je pense, dans les dernières années, qui ont donné juste pour payer des petites amendes d'un bord puis de l'autre. Je dis des petites là, à dessein parce que pour eux, c'est déjà planifié. Ils ont de l'argent de côté pour dès qu'ils dépassent des normes ont été accusés ailleurs de corruption, de toutes sortes de gestes inacceptables. Ici, on ose espérer que c'est pas de la corruption, mais ils arrivent à faire, avec du lobbying, beaucoup, beaucoup de pression sur le gouvernement et faire beaucoup de menaces. Ce genre d'entreprise est connu pour ça dans le monde. Puis tu vois, une question qu'on se fait souvent dire ou qu'on nous reflète des gens d'ailleurs en province, ils disent, mais pourquoi vous restez proche? Mais en fait, les gens n'ont pas choisi d'être proches d'une fonderie, c'est la fonderie qui s'est installée là.
Au départ, c'était une mine. Fait que les gens se sont installés autour de la mine. C'est pas dangereux. La mine est sous terre. À l'époque, c'était ça, en 1924, 23, 24. Et en 25, la fonderie, la mine a dit, ben, on va traiter notre concentré ici. Fait que là, ils ont dit au gouvernement, nous, on va installer une fonderie, là. Puis on a des écrits dans le journal La Gazette de l'époque de 1925, où est-ce que le ministre des Colonies avait dit, non, non, installez-vous pas là, ça va brûler tout autour, c'est dangereux. Alors, ils ont menacé de fermer. Ils ont dit non, non, nous autres, on veut pas, on va construire là la fonderie parce que sinon, on va payer des frais de transport plus élevés. Fait que le discours de menace de fermeture, il est là depuis les débuts de cette entreprise. On l'a eu à chaque fois qu'il y a eu des grèves, les grèves des fous, la grève des tous les travailleurs qui ont fait reconnaître leurs conditions de travail avec le temps. À chaque fois, on négocie avec toujours la menace de fermeture. Et actuellement, on est beaucoup dans cet enjeu-là parce que, comme tu le sais, le gouvernement Legault, les métaux stratégiques, on est dans un contexte où est-ce qu'on veut valoriser le cuivre, c'est super important, le lithium, etc. Fait qu'on a l'impression un peu de faire un peu on est sacrifié dans le contexte comme population parce qu'il faut valider cette usine-là, c'est une des étapes de la purification du cuivre, là, de la transformation du cuivre. Ça se termine à Montréal, à CCR. On fait des anodes ici, puis on les fait purifier, affiner à Montréal. Fait que c'est une chaîne d'actions qui se font, puis on va chercher des concentrés ou des appareils électroniques ou d'autres bouts qui sont des rejets de compagnie, et on fait ça à Rouyn-Noranda. Mais le problème, c'est qu'on nous donne une impression qu'on verdit, on fait du blanchiment ou du greenwashing de la fonderie parce qu'elle fait aussi du recyclage de matériel électronique. Ouais. Mais tu vois, dans le matériel électronique, il n'y a pas d'arsenic et de plomb. Là. Tu sais, quand on a dans mon cellulaire, c'est du cuivre pur ou c'est du platine pur ou c'est de l'or pur. Là. Tu sais, il n'y aura pas d'arsenic et de cochonnerie. La cochonnerie, elle vient d'une sorte de concentré qui n'est pas traité à bien des endroits dans le monde et aussi avec des rejets d'autres compagnies. Ça fait qu'on fait du recyclage, mais de poubelles. Fait que ça aussi, c'est un problème ici. Et là-dessus, on n'a pas eu beaucoup il n'y a pas de législation au niveau au Québec. Il pourrait y en avoir plus au fédéral, mais il n'y en a pas actuellement. Fait qu'ils rendent du stock là dont on ne connaît pas trop la source, qu'on ne connaît pas trop le danger, et ça nous est rejeté sur la tête. On parle, il y a une quarantaine de choses qui nous ont, de terres rares ou d'autres métaux qui sont rejetés par la fonderie. Oui, c'est vraiment intéressant. Ben, non, c'est important ce que tu nous dis, pas intéressant, mais c'est extrêmement important toutes les informations que tu nous donnes. J'imagine qu'au niveau du comité, vous allez continuer la lutte. Ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que vous allez aller jusqu'à exiger la fermeture de l'usine? Puis j'imagine que si vous allez jusqu'à cette revendication-là, il va y avoir aussi tout le syndicat des travailleurs et de l'usine. Je dis travailleurs parce que c'est majoritairement des hommes. Euh, il va y avoir aussi des réponses du syndicat par rapport à ça. On l'a vu durant la campagne électorale. Oui, c'est ça. Alors, ben pour nous, comme je le disais tantôt, on est convaincus qu'il y a moyen de faire ça comme du monde, en fait, de nous respecter là-dedans. On est convaincus que la technique existe. C'est des sommités, cette organisation-là. Il y a des métallurgistes, il y a du monde, puis on a des contacts suffisants aussi avec des anciens travailleurs qui nous expliquent comment ça pourrait mieux se faire. Ça fait qu'on n'est pas sur un objectif de fermeture, on est sur un objectif vraiment d'amélioration de la structure puis de l'organisation. Quitte à ralentir, par exemple, temporairement le temps qu'ils mettent à jour les bâtisses, puis les procédés, puis qui bouchent les cracks. Là, je veux dire, ça a l'air bien niaiseux, mais il y a beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire, des changements de filtres, du pavage ça a l'air niaiseux, là, le pavage de leur site, parce que ça fait moins de poussière, c'est plus facile à laver, tu es capable plus de contrôler les rejets. Alors, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire et qu'ils n'ont pas fait. Nous autres, on est convaincus avec toute l'information qu'on a qu'on peut aller mieux. On peut faire du pré-traitement des concentrés. On peut peut-être choisir. Il y a peut-être des éléments du plan d'affaires qui peuvent être changés, oui. Peut-être que ça réduirait un peu les profits, mais on n'est pas du tout dans une optique de fermeture d'entreprise. On est vraiment d'amélioration d'entreprise, puis on est conscient que c'est le bon timing pour le faire parce que oui, c'est important la filière cuivre au Québec, puis on n'est pas là-dedans. Mais ça ne veut pas dire de le faire au prix de la santé de la population. Donc, pour nous, c'est là-dessus qu'on tape. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on continue de travailler sur documenter, informer, aller chercher d'autres
informations puis illustrer. Parce que là, on a été déçus, évidemment, de ce que le gouvernement a signé avec l'entreprise. Monsieur Legault était venu ici dire que la décision se prendrait par les citoyens, puis qu'on a une consultation publique, puis qu'on donne notre avis. Ben, dans l'avis des citoyens, 75 à 90 selon le moyen, parce qu'il y avait un questionnaire, il y avait des audiences publiques, puis il y avait des mémoires. Ben, dans tout ça, les gens ont toujours dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le plan qu'ils ont signé finalement. Un plan qui réduit très lentement les émissions, qui va être encore à 20 fois la norme l'année prochaine, puis encore à 15 fois pour 3 ans. Ça fait que ça ne va pas assez vite, clairement, pour nous autres. Donc, on continue de documenter, on continue d'aller chercher de l'information. Quand je dis documenter, on a fait des cueillettes de neige actuellement. On est allé chercher de la neige, toute la profondeur. On est supporté par Daniel Green, qui est un toxicologue. Fait qu'on est allé faire, on a un protocole, on est allé chercher 25 autour de la ville de Rouyn-Noranda à diverses distances, parce que ça va plus loin que le quartier Notre-Dame, de la cueillette de neige qui va mesurer toutes les émissions, les rejets pendant tout l'hiver. On a aussi du travail qui se fait actuellement sur les jardins. C'est bien cute. Moi, là, je suis à la retraite, je pensais bien jardiner, mais dans mon terrain, il y a de l'arsenic, il y a du plomb. Bon, jusqu'où ça va dans mes légumes? Fait qu'on est en lien avec une équipe de recherche là-dessus. On est avec aussi un autre groupe de chercheurs qui va probablement produire quelque chose en lien avec les cheveux. Fait que là, on sort du quartier encore une fois. Les ongles, c'est un bon outil, mais les cheveux aussi. Donc, on va aller chercher l'imprégnation de la population en dehors du quartier. Parce que le discours a souvent été tourné par les décideurs et par la fonderie de garder ça comme juste dans le quartier, tu sais, comme dire, bon, il reste proche, tant pis pour eux. Donc, là, c'est un petit peu l'espèce de sous-discours. Ils sont un peu responsables, etc. Et donc, nous, on est conscients, puis on peut le valider qu'il y a tout le monde est touché. Il y a aussi des données qui sont déjà sorties, vous les avez peut-être entendues. On a une augmentation ici de cancer du poumon qui est de quand même 30. Tu sais, ça veut dire 15 personnes par année de plus. On devrait en avoir, mettons, 45, à peu près ce que ça donnerait, là, population semblable qui ne fume pas plus que la moyenne du Québec. On devrait être autour de 45, on est à 60 pour 4 ans là, qui ont été mesurés. On a des MPOC, maladies pulmonaires chroniques obstructives. Ça, c'est des maladies, selon notre profil de population, on devrait en avoir à peu près 2000, on en a 3000. On a de l'espérance de vie qui peut aller de 2 à 5 ans de moins, selon les quartiers ici. Donc, toutes ces données-là ont aussi fait partie de l'enjeu l'été dernier, et pour ça, on a parlé beaucoup de nous. Et on a d'autres données. Nous autres, on a des choses sur les maladies cardiaques. Fait qu'on est en train de documenter ce genre de choses-là. On est en lien avec d'autres chercheurs aussi, des toxicologues, pour essayer de documenter davantage. Fait qu'on est toujours en train d'illustrer que ça n'a pas de bon sens. C'est sûr qu'actuellement, on n'est pas capable de faire le lien direct entre la fonderie et les maladies dont je te parlais. Mais quand tu dis que tu n'as pas de radon, qui est une des causes de cancer du poumon, il n'y en a pas dans la région, il n'y a pas plus de fumeurs qu'ailleurs, ben il n'y a pas bien d'autres causes que celle-là. Tu sais, c'est une espèce de... Donc, il faut un principe de précaution et on voudrait que l'État soit plus serré. Fait que même si on signait, nous, on pense qu'en plus on met de la pression et on documente, le gouvernement est capable d'ouvrir ou d'ajouter des exigences à la fonderie parce qu'ils l'ont fait dans d'autres situations. Ils l'ont fait à l'envers. Dans le cas de Rio Tinto, par exemple, ils avaient ouvert une entente puis ils ont relaxé les demandes. Fait que nous autres, pourquoi ils ne pourraient pas la resserrer plus? Fait qu'on pense que c'est important que pour être dans un esprit de justice aussi entre les citoyens du Québec, il y ait des exigences plus grandes. Puis actuellement, bon, on a vu que la fonderie dit que ça va coûter bien cher, tout ce qu'ils vont faire dans 4 ans. Là, ils sont en train de commencer à le faire. Donc, ils sont en train de demander à l'État de couvrir une partie des montants d'argent. Et actuellement, ben là, il y aurait droit à un 25 du provincial, puis il y aurait droit probablement à 35 du fédéral pour les améliorations qu'ils s'apprêtent à faire. Donc, encore une fois, c'est tous les citoyens qui vont payer. Pour une entreprise qui fait des milliards par année. Là. Depuis 4 ans, là, on a des contacts avec quelqu'un qui avait pris quelques actions et elles ont doublé en 4 ans. C'est pas. Glencore, là, ils sont pas pauvres, là, des milliards par année qu'ils redonnent aux actionnaires. Alors, ça, c'est une action. Il y a aussi quelqu'un de l'Association des actionnaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de M. Michaud, là, qui avait parti. Oui. Bon, cette association-là existe, puis eux, ils ont des actions et ils vont
aller à l'Assemblée des actionnaires en mai prochain, à la fin du mois de mai. Ils vont aller faire une demande publique à l'Assemblée des actionnaires sur la situation au Rouyn-Noranda. Fait qu'on continue de taper sur beaucoup de clous et on continue de pousser la pression. On est plusieurs groupes citoyens. En passant, il y a Maire au front aussi, qui sont un collectif provincial. Ils ont une unité ici qui sont très actifs. On a Rouyn-Noranda, faut qu'on se parle, qui est un groupe de beaucoup de profs d'université, de gens de l'extérieur de la région qui sont venus ici ne sachant pas ce qui se passait. Comme moi d'ailleurs, il y a 40 ans, mais il y en a qui sont arrivés depuis 5 ans, 10 ans. Alors, ils ont l'impression de s'être fait avoir un peu, là. Évidemment, ils requestionnent leur présence ici. On a un autre groupe qui s'appelle RN Rebelle, qui est plus genre d'affaires. Euh, Quelqu'un qui est impliqué aussi puis qui veut faire bouger les choses. Et on a en route une association de citoyens pour la défense qui veulent aller sur le juridique. Alors, on a plusieurs groupes citoyens qui sont impliqués, autant comme arrêt, là, dans tout ce qui se fait. Il y a un livre qui va sortir bientôt. Il y a le film Notre-Dame de l'Arsenic. Il y a eu on a fait de nombreuses entrevues, des articles dans plusieurs journaux, mais on ne lâche pas parce qu'il faut absolument élargir et sortir de Rouyn-Noranda parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'en 2004, quand il y avait eu des recommandations, moi j'ai fait une revue de littérature, j'ai pris tous les journaux de l'époque et ça ne se parlait pas. Fait que c'est pas sorti de la région, donc dans ce temps-là, on n'a pas de pression ailleurs en province. Il faut vraiment élargir la pression puis continuer de taper sur le clou. Ben, je trouve ça absolument impressionnant tout ce que vous faites au niveau de la recherche, au niveau des pressions, au niveau aussi de la publicité que vous essayez comme tu dis, d'élargir au niveau de l'ensemble de la province. Je trouve ça important. Et Presse-toi à gauche tient à participer à cette lutte-là. Alors, j'espère qu'on va continuer à être en ligne, en lien en correspondance et on s'engage presque à gauche à publier vos communiqués et peut-être qu'on fera d'autres vidéos ensemble, Nicole. Je te remercie beaucoup pour ta participation et je suis sûre que notre lectorat va apprécier l'énorme quantité d'informations que tu nous as données. Merci beaucoup, Nicole. Bien, merci.